On va aborder maintenant la suite et la fin de cette première partie avant de networker, d'échanger, de connecter entre nous. Je vous en prie, installez le petit setup qui va bien. On va parler communication avec éthique et responsabilité. Dans cette communication, elle est essentielle, évidemment. Donc, on est confronté à des enjeux RSE qui sont forts, une stratégie à adopter, des outils de communication à adapter justement à ces nouvelles stratégies. Pour en parler, on vous propose une table ronde d'un peu plus d'une vingtaine de minutes avec... que j'invite à me rejoindre sur scène d'ailleurs. Et on peut lancer un jingle et des applaudissements s'il vous plaît. Emmanuelle Paille, directrice communication affaires publiques et RSE. Élodie Bernardi, que j'accueille également, qui est directrice développement durable L'Oréal France. Et Valérie Decamp, directrice générale Média Transport. Soyez les bienvenus. Une première question pour Emmanuelle. Qu'est-ce que pour vous une communication éthique et responsable? Voilà, c'est cadeau. Voilà, et puis surtout, comment aborder cette communication dans un environnement qui est aujourd'hui assez bruyant finalement sur le sujet? Alors oui, je crois que ça c'est le premier constat. Si on regarde un peu toutes les exécutions de communication qui fleurissent depuis quelques années maintenant, je crois que le mot engagement, probablement parmi les plus utilisés, il y a tout un tas de baromètres qui existent là-dessus. Donc ce qui est plutôt en soi à la fois une bonne nouvelle et en même temps un risque de banalisation, de communalisation du terme. Il y a une chose, en tout cas chez Bell, plusieurs, mais une en particulier sur laquelle on est très très attaché depuis maintenant de nombreuses années dans ces engagements RSE, c'est une communication qui est vraiment axée sur l'action. L'action qui passe par la communication de nos produits. C'est plus une communication d'entreprise, c'est des produits, c'est des marques qui agissent. Et puis un point sur lequel ça a été pas mal exposé précédemment, mais qui est essentiel aujourd'hui, c'est changer d'échelle. C'est se dire quand on communique à l'échelle d'une marque Babybel sur les actions qu'on a, par exemple sur le sourcing laitier français, le niveau de rémunération qu'on peut avoir, donc donner de la transparence là-dessus et être à une échelle sur laquelle on puisse agir de manière à avoir un maximum d'impact. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite gamme dans un coin, c'est l'ensemble des mini Babybel qui sont vendus en France aujourd'hui, qui sont sourcés de cette manière-là. Donc une communication de l'action, une communication à grande échelle, une communication aussi qui engage nos écosystèmes. Donc nos écosystèmes, c'est l'amont quand on est dans le secteur agroalimentaire, c'est bien sûr le transport, ça peut être nos partenaires distributeurs bien sûr, donc à travers les communications, que ce soit médias, que ce soit emmener des consommateurs en partenariat avec certains de nos distributeurs, visiter des fermes. Donc c'est des actions qui, encore une fois, le mot action va revenir pas mal, parce que c'est vraiment ce sur quoi on s'attache. Et puis travailler avec l'écosystème qui nous entoure. Donc des ONG, encore une fois des partenaires aussi amont agricole, essentiel pour nous. Et enfin, l'entreprise. On a des marques qui sont généralement très connues, que ce soit Vache qui rit, Babybel, Boursin et autres. Derrière ça, il y a une entreprise, il y a un engagement local, il y a un ancrage local. Et tout ça, c'est des choses qui doivent aujourd'hui faire partie de la solution et dans lequel on doit réussir à mobiliser un citoyen, un consommateur, en lui faisant comprendre, en rendant accessible cette information-là. Donc je dirais, pour résumer un petit peu, une communication de l'action, une communication qui engage notre écosystème et une communication qui donne aussi à comprendre qui on est et comment est-ce qu'on essaie de mettre en œuvre et d'être partie évidemment de la solution. Montrer l'action, et si j'ose dire, qui va nourrir pour le groupe Bell aussi votre communication. Et du coup, on va parler aussi d'authenticité, de transparence, de sincérité, qui est de plus en plus réclamée par les citoyens, les collaborateurs, enfin ils ont plusieurs casquettes, mais c'est au final des citoyens à qui on s'adresse. Comment est-ce que chez L'Oréal, justement, on applique cette communication à la fois éthique et responsable? Déjà, c'est faire prendre conscience à toutes nos populations, marketing, communication, médias, qu'on a une responsabilité colossale en tant que grand industriel français dans la manière dont on fait passer les messages et surtout quels sont les messages qu'on veut vraiment faire passer aux citoyens français, comme vous le disiez. Et ça, c'est évidemment tout un travail d'éducation, de formation. Et puis aussi, je dirais, il y a la responsabilité, puis il y a aussi le pouvoir qu'on a. Nous, L'Oréal, en France, on est le deuxième annonceur. Ça veut dire qu'on a réellement dans nos mains un effet de levier très important pour faire changer certains comportements, pour expliquer certains usages, pour apporter toute la pédagogie nécessaire à la transfo durable dans notre pays.
Et une fois qu'on a fait comprendre ça aux équipes, la manière dont on fait de la com change radicalement. Et on passe un peu de l'ère de la réclame à l'ère de la pédagogie. Et nous, on le voit, ça s'incarne dans des marques très précisément chez L'Oréal. Alors, je peux vous citer la marque Garnier, par exemple, qui chez nous est vraiment le fer de lance en matière de beauté durable, qui a complètement changé ses modèles de com. Que ce soit dans le message, donc effectivement, c'est plus de la pédagogie, c'est apporter des éléments de preuve, c'est rassurer sur les qualités d'usage, mais même la représentation de la beauté dans les pubs Garnier. Vous avez vraiment toutes les formes et les types de beauté qu'on peut imaginer. Et c'est même certaines marques de luxe, chez nous, j'ai l'exemple d'Armani en tête, qui a décidé vraiment de consacrer une grande partie de son budget média à la promotion de la recharge, qui est vraiment pour nous le grand geste transformant de cette catégorie parfum. Donc c'est ça, c'est vraiment agir sur toute la chaîne de valeur. Donc d'abord sensibiliser les équipes et ensuite agir sur toute la chaîne de valeur de quel message je veux faire passer, comment je vais le faire passer et quels moyens, vraiment très concrètement, en somme sonnante et trébuchante, je vais mettre derrière. Et je comprends par là aussi qu'il y a un message du groupe, il y a un message qui embarque aussi les collaborateurs, qui sont finalement aussi vos ambassadeurs, aussi notamment sur les réseaux sociaux. On pourra en reparler de cet aspect-là. Alors Valérie, en tant que régie, vous, ça nous intéresse aussi particulièrement, notre audience ici, de savoir comment vous abordez, quel est votre rôle en tant que régie finalement dans cette communication éthique et responsable. Donc une régie publicitaire média transport assez puissante, 16 millions de voyageurs chaque jour. Donc j'en parle non pas pour faire la pub de média transport, mais tout simplement pour dire qu'on a une vraie responsabilité quand on expose des publicités auprès d'un public aussi large. Donc en tant que régie publicitaire, nous sommes un maillon de la chaîne extrêmement important, mais on est totalement à la fin. C'est-à-dire que tous les efforts qui sont entrepris très en amont par les marques, puis exprimés par des agences de publicité, et ensuite orchestrés par des agences médias, arrivent enfin chez nous en termes de diffusion. Et la responsabilité d'une régie publicitaire, c'est de veiller, justement, notamment depuis la loi climat et résilience, et un certain nombre de chartes déontologiques qu'on a signées nous-mêmes avec la RPP, qui est l'ancien BVP, donc qui s'assure de la vérification et de l'authentification des allégations de différentes marques. Notre responsabilité, c'est de modérer le plus strictement possible toutes les campagnes qui passent chez nous. C'est un travail incroyable, parce qu'on traite par an plus de 20 000 visuels, donc vous imaginez le volume. Fort heureusement, les marques sont responsables et d'une façon très générale, elles respectent les mentions obligatoires et les différentes réglementations en vigueur, mais pas toutes. Et ce qu'on observe depuis 2-3 ans, c'est la fameuse vague greenwashing, où un certain nombre de marques, volontairement ou involontairement, quand je dis involontairement, c'est par méconnaissance en fait des dispositions qui sont aujourd'hui obligatoires, ne prouvent pas leurs différentes allégations. La loi climat et résilience est très claire là-dessus. Toutes les allégations greenwashing non sourcées, par définition, elles sont fausses, donc trompeuses, des allégations trompeuses, sont sanctionnées auprès des marques de façon financière et sont sanctionnées chez les diffuseurs de façon pénale. Donc c'est une véritable responsabilité que nous, on n'a pas vécue comme une contrainte. Au contraire, c'est une façon de se rendre vraiment utile et de participer justement à cette transformation. Donc le rôle d'une régie publicitaire, me semble-t-il aujourd'hui, c'est de plus en plus, finalement, de s'assurer de l'éthique des campagnes qui sont diffusées chez nous. Et évidemment, quand on a ce rôle, j'aime pas dire le terme, mais un peu de gendarme quand même, puisqu'on est en fin de course, nous-mêmes, on a une obligation aussi de transformer complètement nos entreprises. Et Média Transport, qui est une régie, je ne sais pas si elle est vraiment connue, mais en tout cas
tout le monde est exposé à cette régie, puisque c'est tous les affichages dans le bus, métro et gare. Donc vous êtes tous passés devant des panneaux papier ou numérique. On est régulièrement attaqué, à tort ou à raison, parfois à raison, mais souvent à tort, sur justement notre empreinte écologique, notamment depuis l'apparition des écrans numériques. Et donc nous, on a un véritable job aussi en termes de responsabilité là-dessus, et on a pris un engagement très très fort. J'ajoute d'ailleurs que ce n'est pas que nous, c'est la filière de l'affichage, l'Union de la publicité extérieure. Je le dis parce que on ne l'a pas assez répété, c'est le seul média aujourd'hui, l'affichage extérieur, qui a pris un engagement très très fort en termes de baisse d'émissions carbone à horizon 2030. Tous les acteurs ont pris l'engagement ferme de baisser de 48% nos émissions carbone. Aucun autre média n'a fait ça. Donc, la responsabilité d'une entreprise, c'est avant tout, avant de faire la leçon et la morale aux autres, c'est déjà de s'appliquer une transformation complète au niveau de ses process. C'est en cours. Et ensuite, de s'assurer que tout ce qui est diffusé chez nous corresponde à une véritable réalité. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé du message, effectivement, du contenu, du coup, alors, le contenant, les médias, finalement, l'affichage en particulier. Je me tourne vers vous, Élodie, en ce qui concerne L'Oréal, l'impact carbone d'un plan média. Est-ce que vous avez des reporting, des outils pour pouvoir l'évaluer, l'analyser et puis optimiser, forcément? Alors, oui, en partie. Parce que malheureusement, pour évaluer l'impact d'un média, il faut que le média contribue aussi. Non, enfin, sur le média digital, ça fait déjà 1 an et demi que nous, on évalue toutes nos campagnes, la plupart de nos campagnes médias. Parce que sur le digital, on a vraiment la lecture, on a vraiment la main, et surtout, on s'est appuyé sur une start-up qui a développé un algorithme. Alors, je donne le nom de cette start-up parce que vraiment, il mérite d'être connu. Il s'appelle Impact Plus. Ils sont pas très nombreux, mais ils ont développé un algorithme qui permet vraiment de calculer les émissions énergétiques des campagnes digitales et surtout de nous donner quelques clés pour les optimiser parce qu'on peut les optimiser. Et donc, au bout d'1 an, là, on a évalué à peu près 9 de nos marques. Donc, on en a 54 à la France. Et cette année, on va en évaluer plus de 35. Donc, l'année dernière, on a vraiment beaucoup étudié l'écosystème YouTube. Et on a réussi à optimiser nos campagnes entre avant et après de 40%. Donc, il y a une réduction de 40% de leurs émissions de CO2 entre avant optimisation et après optimisation. Évidemment, chaque écosystème est différent, chaque plateforme est différente parce qu'elle a un mix énergétique qui est le sien. Donc là, on est en train d'étudier Meta, on est en train d'étudier Instagram, on est en train d'étudier Snap. Et donc, on apprend. Donc là, on optimise. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est des réglages, mais vous l'avez vu, qui ont quand même un sacré impact. Enfin, moins 40%, c'est quand même pas mal. Sachant qu'en moyenne, ce qu'on voit, nous, sur des campagnes médias digitales, un peu traditionnelles, de branding, on est autour de entre 800 kilos et 1 tonne de CO2 sur 4 semaines de campagne. C'est vraiment pas rien. Et donc, effectivement, là, on continue à apprendre pour essayer, effectivement, à terme, de travailler aussi presque peut-être le mix énergétique de nos campagnes médias. Bon, là, je vous parle un peu, c'est très prospectif. Hein. Donc là, c'est pour le digital. Pour la télé, évidemment, alors je ne sais pas s'il y a des grands médias qui sont là aujourd'hui, mais la télé, on en discute beaucoup avec certaines régies, parce qu'il faut se mettre d'accord effectivement sur la méthode, sur ce qu'on prend en compte, ce qu'on ne prend pas en compte dans l'analyse de cycle de vie d'une campagne de pub. L'affichage, effectivement, est très en avance, pour le coup, sur ce sujet-là. Et la presse aussi, finalement, est très en avance. C'est déjà assez optimisé. Et malheureusement, la presse, il n'y a plus beaucoup de leviers, quoi. Une fois qu'on a fait du papier FSC, qu'on a vérifié ses encres, qu'on a une production une édition un peu frugale, bon, même nous, en tant que publicitaire, enfin en tant qu'annonceur, on n'a pas des milliards de choses à optimiser. Mais en tout cas, en digital, pour moi, il y a encore des milliards de choses à découvrir. Et en télé, la boîte n'est pas encore totalement ouverte. Emmanuel, vous pouvez rebondir, je vous en prie. On est absolument exactement sur la même trajectoire. Donc on est aussi en chemin de progrès sur toute cette partie mesure d'impact des communications, des outils et des plateformes.
Nous avons, sans s'être parlé avant, le même partenaire en cours de test, donc, qui aujourd'hui effectivement nous offre une partie de solutions et de réponses à ces questionnements de mesures. Et puis il y a un autre point qui est important pour nous aussi, c'est de donner la visibilité, on va dire, transversale dans l'engagement des collaborateurs sur cette partie consommation d'impact. Donc la publicité en fait partie, bien sûr, mais d'avoir une vision à travers un outil qu'on est en train de déployer aujourd'hui, une vision holistique, si je prends une marque, encore une fois Baby Vache Qui Rit ou autre, de quels sont, on va dire, et d'où viennent, comment s'inscrit l'impact carbone de ces produits-là à travers les différents canaux, mais également, encore une fois, je reviens sur l'amont, etc. Et il y a un outil, enfin pour nous, un canal de communication qui est essentiel, qui est le PAC, sur lequel, compte tenu voilà, des niveaux de distribution et des niveaux de vente qu'on a aujourd'hui et de pénétration, c'est quelque part notre premier outil de communication et c'est celui sur lequel on essaye. La Cello Mini Baby a été complètement renouvelée pour être aujourd'hui recyclable, ce qui suppose des changements d'encre également aussi, et donc des modifications intrinsèques dans la communication qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire. Les encres n'ont pas les mêmes possibilités quand on est sur des supports recyclables ou pas. Donc ça fait partie, le PAC est aussi un outil sur lequel un point de contact sur lequel on travaille énormément. Merci beaucoup. Valérie, je me retourne vers vous à nouveau concernant davantage l'éco-conception finalement des outils de communication. C'est un sujet qui est au cœur des enjeux. Énorme. On a à peu près 150 000 emplacements publicitaires, donc on a un vrai sujet. Cette trajectoire dont je vous parlais tout à l'heure, 45% de baisse à horizon 2030, elle est rendue possible contre toute attente grâce au digital. Puisque, en fait, en digitalisant un certain nombre d'emplacements publicitaires, avec évidemment des matériaux nouvelle génération. Quand on parle d'un écran numérique, entre ceux qu'on achète aujourd'hui et ceux qu'on achetait il y a 10 ans, bon, c'est des constructeurs massivement coréens, peu importe, ils ont tous baissé en moyenne de 60% leur consommation énergétique. C'est énorme. Et c'est pas fini. C'est pour ça qu'on peut effectivement être très, très optimiste. Tout le monde, quand même, a déjà initié des leviers d'amélioration. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un écran numérique nouvelle génération, aujourd'hui installé, consomme beaucoup moins qu'un écran papier rétroéclairé. Donc, nous, on considère vraiment la technologie au service de l'environnement, le fameux Tech for Good. C'est vraiment comme ça qu'on a envisagé toute notre stratégie. Donc, avec un remplacement progressif, voire total, de notre inventaire publicitaire, qui va nous permettre donc en grande partie de baisser la conso énergétique, mais aussi les empreintes CO2, avec dans l'éco-conception justement uniquement l'intégration de matériaux absolument nécessaires, de pouvoir régler, ça peut peut-être vous paraître basique, mais c'est loin d'être fait aujourd'hui de façon généralisée, régler la luminosité de nos écrans en fonction de la lumière extérieure, en fonction tout simplement de l'heure. C'est tout bête, mais éteindre la lumière chez soi, on peut aussi éteindre les écrans numériques dans le métro et dans les gares quand il n'y a plus personne. Je vous dis, ça vous paraît peut-être simple, mais quand vous regardez dans la rue le nombre d'écrans qui vous aveuglent encore la nuit, on a encore du chemin à faire. Je parlerai aussi, vous en avez parlé, mais tout ce qui concerne aussi la partie papier, le papier recyclé, tout ça est déjà très, très, très avancé. Donc, on continue sur cette trajectoire. C'est bien. Moi, je suis assez fier de ce qu'on fait dans notre entreprise, mais c'est pas assez. C'est pas assez au sens où on arrivera à transformer cette société, à réussir cette transition, si on le fait tous ensemble. Tous ensemble et au même moment. Et ça dépasse... bien sûr que les entreprises ont un rôle absolument essentiel, parce que c'est les entreprises qui ont la capacité de transformer profondément leur process de production, parce que l'enjeu il est là.
Et la publicité a aussi un rôle extrêmement important, puisque comment les entreprises peuvent mener leur transformation productive si la publicité n'a pas généré ce désir de nouvelles sociétés. J'en parle, alors je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet, mais je ne pense pas. La filière de la communication et la publicité en général est attaquée systématiquement. Systématiquement, pourquoi ? Parce qu'on a l'image de la pub des années 60-70, je vous rappelle quand même les 30 Glorieuses, où l'après-guerre, on était tous contents de consommer, d'avoir sa machine à laver, son Moulinex, son sèche-cheveux. Donc la publicité à l'époque incitait massivement à la consommation, elle l'incitait à posséder, à avoir. Aujourd'hui, compte tenu de nos enjeux, la publicité doit inciter à être responsable, à participer à cette transformation de société. Et on a tous, ça ne peut pas marcher s'il y en a un qui ne fait pas le boulot. C'est toute la chaîne, évidemment les politiques aussi, hein, mais je pense qu'on a, les entreprises, d'une façon générale, on a les solutions de la transformation. Et dans la publicité, il me semble que c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur un nouveau récit de désirabilité responsable, plutôt que de nous imposer des mentions obligatoires où à chaque publicité, il faudrait infantiliser le consommateur en disant « En avez-vous vraiment besoin ?» Puisque ça avait été une des propositions. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a suffisamment de matière grise, de conscience, de responsabilité pour mener cette transformation de façon collective. Merci beaucoup, effectivement, c'est un vrai enjeu en particulier pour vous, les régies. Alors côté marque, je me tourne vers vous sur le message aussi à passer qui dépasse parfois celui de l'entreprise. Justement, comment vous positionnez un message positif qui parfois peut ne pas correspondre, ou alors, selon le public, aux enjeux directs d'une entreprise. Quel positionnement prendre de manière sociétale et comment utiliser finalement cette puissance médiatique? Est-ce qu'elle doit être utilisée justement pour des messages sociétaux, Élodie? Oui, mais pas que. Effectivement, nous, en fait, les marques, elles ont comme objectif de promouvoir le plus possible ces nouveaux gestes de beauté durable et de bien les expliquer. Mais elles ont aussi un autre rôle, effectivement, qui est de faire changer le regard un peu sur la société, ou au contraire de refléter la société telle qu'elle est. Je l'ai un peu évoqué sur Garnier, mais c'est vrai, la représentation qu'on fait d'un modèle familial, d'un certain type de beauté, d'un âge, voilà, on a une vraie responsabilité aussi là-dedans. Et par ailleurs, la puissance médiatique, en tout cas nous, la manière dont on la met à disposition de la transformation de la société chez L'Oréal, c'est aussi de la mettre au service de grandes causes, qu'elles soient environnementales ou sociétales. Aujourd'hui, la plupart de nos grandes marques soutiennent des causes. Je peux vous donner un exemple, l'exemple de L'Oréal Paris, par exemple, qui soutient le programme Stand Up contre le harcèlement de rue, a mis sa puissance médiatique au service de cette cause, pour former le plus possible de gens. Donc aujourd'hui, on a presque 100 000 personnes qui sont formées à comment réagir quand je vois une femme, désolée le plus souvent, se faire harceler dans un bus, dans le métro, dans la rue, à la sortie d'un bar à minuit, etc., etc. Ça, c'est des vrais sujets et qui sont aussi des sujets transformants pour la société. On a aussi Saint-Laurent chez nous, qui, elle, est partenaire d'un programme qui s'appelle « Aimer sans abuser » contre les violences conjugales. Voilà, ça c'est aussi comme ça qu'on peut exercer, faire effet de levier en fait dans cette société. Et puis c'est aussi une volonté qu'on a chez L'Oréal de donner le pouvoir aux consommateurs. Et c'est pour ça que nous, on a lancé, il y a 2 ans déjà, un score d'impact environnemental de nos produits qui existe aujourd'hui sur les marques Garnier, Biotherm, La Roche-Posay, Vichy, L'Oréal Paris, et demain sur nos 50 marques, qui permet aux consommateurs justement de faire des choix en lien avec ses valeurs et de pouvoir comparer le produit qu'il achetait depuis toujours et qui peut être un score d'impact environnemental pas très bon, et ça on l'assume, c'est-à-dire qu'on a des scores d'impact environnementaux qui ne sont pas bons et qui sont affichés, et de pouvoir arbitrer. Et on est même membre maintenant d'un consortium, parce que vous parliez de collaboration, on a beaucoup parlé de collaboration aussi en intro. On fait partie d'un consortium des 36 grands industriels de la beauté
pour se mettre d'accord sur un éco-score commun. Parce qu'effectivement, ça n'aurait pas de sens que L'Oréal ait un éco-score différent de ses petits copains de la cosméto. Parce que le consommateur serait totalement perdu. Et ça, donc on s'est engagé à ce que d'ici 2024, cet Eco Beauty Store existe et figure dans tous nos outils de communication. Merci beaucoup pour ces exemples très concrets. Effectivement, on s'adresse à... C'est générationnel, hein, quasiment aussi. Voilà. Avant, on pouvait parler d'activistes quasiment, mais depuis la COP21, ce qu'on voit très clairement, c'est que c'est plus une tendance, hein, c'est une lame de fond auquel on doit évidemment répondre et prendre les devants. Alors, parfois, il y a aussi des attentes consommateurs qui sont contradictoires. Je me tourne vers Emmanuel. Comment y répondre ? Effectivement, je crois que le constat aujourd'hui, il est un paradoxe dans lequel, on l'a dit au début, la question n'est plus le pourquoi, le si, le comment. La question, elle est comment est-ce qu'on engage la transformation à travers des actions qui soient sincères, durables et qui mettent du temps à se déployer. Donc oui, le paradoxe, il existe. Néanmoins, aujourd'hui, quand on travaille sur, on va dire, encore une fois, le bénéfice intrinsèque de nos produits et la manière dont ça peut influer aujourd'hui et engager des citoyens et des consommateurs dans une transition alimentaire nécessaire, aujourd'hui, ce paradoxe, il est, je pense, parfaitement solvable. Le défi majeur, c'est de résoudre l'accessibilité et la responsabilité. Aujourd'hui, la responsabilité, et ça a été chiffré en 4 points de PIB, etc., la transition écologique, agroalimentaire, etc., elle a un coût majeur et elle doit s'installer dans la durée. L'accessibilité est le défi majeur auquel on doit répondre. L'accessibilité, parce qu'on le sait et on le vit, et ça s'accentue entre des fragmentations sociétales, des fragmentations, on va dire, dans le pouvoir d'achat, on va dire, des Français. Donc, pouvoir travailler sur à la fois la responsabilité et l'accessibilité, c'est le défi de maintenant. Et il n'y a qu'une seule manière d'y répondre, en tout cas nous c'est notre conviction, c'est vraiment un changement d'échelle, encore une fois. Un changement d'échelle dans le sens où on va transformer des lignes de production, on va retransformer du sourcing produit, on va relocaliser des filières qui étaient peut-être à l'étranger en France, en travaillant avec des agriculteurs. On travaille avec des ONG sur la manière effectivement d'engager des plans d'action qui soient très concrets et chiffrés et suivis dans la durée. Donc je crois que oui, le paradoxe existe. Personne n'est contre et personne ne dit non à la nécessité de transformer aujourd'hui, bien évidemment. La vraie problématique, c'est de la rendre accessible au plus grand nombre et accessible sans attendre effectivement encore des décennies. Si je peux me permettre, je dirais l'accessibilité. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel, mais je dirais aussi la patience. Parce que c'est vrai qu'installer ces nouveaux gestes durables, c'est long, quoi. Le consommateur, il change pas comme ça, quoi. Et nous, on le perçoit très, très, très rapidement, très vite chez L'Oréal. On a une marque aussi du portefeuille Garnier qui s'appelle Ultra Doux. Je pense que tout le monde la connaît ici. C'est une marque qui a plus de 40 ans. Elle est dans la salle de bain de nos grands-mères, de nos mères. Et on a lavé les cheveux de nos enfants avec. On a lancé sur Ultra Doux, donc 22 millions de consommateurs, des shampoings solides. Bon, je peux vous dire qu'au bout de 18 mois, ils ne font pas du tout les parts de marché des shampoings traditionnels, mais pas du tout. En revanche, c'est des champions de l'optimisation de l'impact environnemental. Donc, il faut qu'on tienne, en fait. Il faut qu'on continue à apporter de la pédagogie, à rassurer le consommateur. Le sujet de l'accessibilité, un shampoing solide égale 2 shampoings liquides. Donc, en plus, il y a un effet un peu... Vous pouvez le tenter, il n'y a pas de risque pouvoir d'achat derrière, etc. Mais surtout tenir. Parce qu'effectivement, quand au bout de 18 mois, il ne fait pas les parts de marché escomptées, il ne fait pas les volumes escomptés, alors là, bizarrement, il y a le top management qui dit « ouais, ça ne marche pas, c'est nul ». Certains de nos clients qui disent « est-ce qu'il mérite vraiment sa place dans nos linéaires », etc. Et là, il faut tenir, quoi. Parce que c'est des vrais outils de changement, mais il faut qu'on soit constant, patient. Merci beaucoup. Pour conclure, peut-être, on y reste une trentaine de secondes. Je vais vous demander de faire très vite. Ce n'est pas un exercice facile, pardon. Mais voilà, à l'horizon, 3 à 5 ans, le mot de la fin pour la régie publicitaire, on voit que les paradigmes est différent, notamment avec la loi climat résilience que vous avez justement citée. Comment on se projette là, dans les 3 à 5 ans à venir ? Vers une trajectoire de plus en plus responsable, très clairement. Ça fait vraiment partie maintenant, enfin, c'est complètement irrigué dans l'entreprise. Je pense que c'est très important qu'au top niveau, en l'occurrence, je suis la directrice générale, ce soit une véritable conviction. Je pense que c'est absolument essentiel pour irriguer toute l'entreprise. Donc, continuer dans cette voie-là et vivre plutôt bien
ce nouvel équilibre dont la présidente, j'ai oublié son nom tout à l'heure, Hélène parlé. Valade. Voilà, quand elle parlait des indicateurs extra-financiers, sujet qui me passionne aussi. Je pense que, en tant que régie publicitaire, mais on pourrait l'adapter à d'autres entreprises, jusqu'à présent, quand on regardait une régie publicitaire, on regardait essentiellement son portefeuille et ses actifs. Je pense que d'ici à 2-3 ans, on regardera toujours ses actifs, ça c'est clair, mais la raison d'être a amené beaucoup de ce point de vue-là, parce que qu'est-ce que fait cette entreprise au-delà des résultats? En quoi mon entreprise contribue à l'intérêt général? En quoi mon entreprise encourage, favorise la transformation de cette société? Et en tant que régie publicitaire, avec une telle puissance de diffusion, on a clairement un rôle à jouer. Qu'on joue déjà, d'ailleurs. Je regarde, parce que voilà, il y a la directrice de la communication RSE qui est dans la salle. On soutient de plus en plus de causes sur l'environnement, mais pas que. Et finalement, une régie publicitaire peut devenir une entreprise assez fière de son activité, alors qu'à l'époque, je vous rappelle ce que disait Jacques Séguéla, ne dites pas à ma mère que je travaille dans une régie publicitaire, elle me croit pianiste dans un bordel. Voilà, donc je pense que l'image d'une régie publicitaire peut évoluer de façon totalement virtueuse. Après Rabelais, Séguéla, tout est possible. Voilà, merci beaucoup à toutes les trois.